Merci de nous recevoir chez vous. On parle d'abord de l'accord cadre d'Addis Abeba signé en février 2013. Ce mercredi, 15 membres du gouvernement se sont réunis avec les partenaires techniques et financiers de la RDC, mais aussi avec les membres de la société civile. Cette réunion était l'occasion pour toutes les parties de faire l'état des lieux des groupes thématiques et leur implication dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Elles ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des recommandations de l'accord cadre d'Addis Abeba. Dans cette rencontre, gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers évaluent la mise en œuvre des engagements pour mener le groupe consultatif à s'imprégner du contenu de l'accord cadre. Il était question de pouvoir discuter de l'état des lieux et des mécanismes pour redynamiser, en tout cas rendre véritablement opérationnels tous ces groupes thématiques sectoriels. L'accord cadre demande l'implication de tous, d'où la nécessité de créer des conditions favorables à la République démocratique du Congo d'accomplir sa part des responsabilités. L'accord cadre engage tout le monde. C'est un agenda que nous avons en commun au niveau de la nation, mais aussi au niveau international. Comment créer les conditions à partir desquelles ce que nous faisions avant. Vous savez, on a un programme du gouvernement, on a un DDR, on a les résolutions de concertation. Comment créer une harmonie et fédérer tout cela de manière à ce que nous puissions avancer conformément à la vision du président de la République. Cette réunion a été également l'occasion de convaincre le partenaire au développement d'intervenir au Congo d'une manière structurée. Autre sujet dans ce journal, c'est la journée internationale de la francophonie qui sera célébrée ce jeudi. À l'occasion, le ministre de la Coopération internationale et de la francophonie, Raymond Tshibanda, a adressé un message à la nation au moment où la RDC assume la présidence de l'instance suprême de la francophonie. Le patron de la diplomatie congolaise appelle à la promotion des jeunes talents. On l'écoute. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, en ce jour du 20 mars, le monde francophone célèbre la Journée internationale de la francophonie. Je me réjouis que cette célébration ait lieu au moment où la République démocratique du Congo assume la présidence de l'instance suprême de la francophonie. Je voudrais à cet égard exprimer ma gratitude au président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour les actes remarquables qu'il pose depuis son avènement à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie institutionnelle. Grâce à sa vision et à son impulsion, la République démocratique du Congo a en effet retrouvé et confirme chaque jour son rôle moteur et sa grandeur au sein de la famille francophone. Plus que jamais, la francophonie est consciente de l'importance de l'enjeu que représente la participation de la jeunesse dans le développement d'une nation. Investir dans la promotion des jeunes talents, entendu comme investissement dans le développement socio-économique des États de l'espace francophone, c'est poser les jalons de l'émergence des 10 États. C'est aussi jeter les fondements de la francophonie de demain. Poursuite du processus électoral en République démocratique du Congo, encore des réactions après la présentation de la feuille de route de la CENI à l'Assemblée nationale sur le mode de suffrage universel indirect concernant l'élection des députés provinciaux en 2016. La société civile des églises et confessions religieuses a donné son point de vue ce mercredi à Kinshasa. Publiée depuis près de 2 mois, la feuille de route du processus électoral 2013-2014 est toujours loin de faire l'unanimité. Une bonne frange de l'opposition congolaise, qui le voit d'un mauvais œil, estime que ce document est le problème plutôt que la solution. Elle l'avait du reste rejeté lors de sa présentation à l'Assemblée nationale par la CENI. L'intention manifeste de la CENI est de piéger le Parlement en vue d'aboutir à une révision de la Constitution, contraire à une des recommandations des concertations nationales. Avait notamment déclaré Lisanga Bonganga, un des ténors de l'opposition. Aujourd'hui, ce sont les églises et confessions religieuses qui sont entrées dans la danse. Ces membres de la société civile ont passé en revue tous les grands sujets qui alimentent l'actualité,
notamment la feuille de route de la CENI et la révision constitutionnelle. Nous avons relevé beaucoup de points, mais nous ne pouvons pas en parler d'une façon précipitée. Nous sommes en train de les analyser et nous vous tiendrons informés. Nous vous disons que c'est la société civile des églises qui doit être au milieu du village. On ne doit pas laisser le peuple sans savoir où est-ce qu'il va. Nous sommes en train de diriger les églises de Jésus-Christ sur la terre et nous devons savoir parler au peuple, sauver le peuple et non pas être traînés dans la boue. En attendant de donner leur point de vue, les associations des églises et la société civile mettent en garde toute personne qui se prononcera à leur place. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, la très attendue inauguration de l'hôpital du cinquantenaire intervient finalement ce samedi à Kinshasa. Les autorités congolaises ont réussi le pari d'une énorme rénovation de la plus grande infrastructure sanitaire en Afrique centrale. Ce centre hospitalier qui compte 450 lits pourra réaliser 2 à 3 000 consultations ambulatoires par jour et 3 000 interventions chirurgicales par an. Retour sur cette gigantesque formation sanitaire dans cet élément. Les travaux avaient commencé en 1954 sous la colonisation belge, mais ont été interrompus au moment de l'indépendance. 6 ans plus tard, en 2008, à la demande du président Joseph Kabila, la construction a repris. Aux commandes, l'Agence congolaise des grands travaux, les ministères des infrastructures et l'entreprise chinoise Sinohydro. Les chantiers principaux s'est achevé en 2010. L'établissement de 40 000 m² à vocation régionale. Il a fallu l'équiper, recruter les personnels. Coût des travaux et équipements parmi lesquels figure une imagerie à résonance magnétique et l'un des plus grands scanners du pays. 100 millions de dollars américains investis par l'État congolais. L'établissement de plus de 517 lits compte des unités de médecine interne, de pédiatrie, de chirurgie, de gynécologie, ainsi que des centres d'excellence de gastro-entérologie, de néphrologie et de cardiologie. Sont également prévues des unités d'oncologie, d'hydrothérapie, de physiothérapie. Un engagement du président Joseph Kabila d'offrir un même standing de soins que celui recherché par les Congolais en Inde. Le gouvernement congolais a confié l'année passée la gestion de cet établissement public, hôpital du cinquantenaire, au groupe privé Padiaf Healthcare, une filiale de la multinationale indienne, qui exploite 18 grands hôpitaux très spécialisés en Inde et en Dubaï, ainsi que 20 cliniques spécialisées et qui effectue de grandes opérations de distribution de produits pharmaceutiques à travers le monde. L'inauguration de ces grands centres hospitaliers, hôpital des cinquantenaires, est prévue, sauf changement, c'est samedi à Kinshasa par le président Joseph Kabila, initiateur de la révolution de la modernité. Infrastructure scolaire au Bandundu, nous parlons de l'Institut technique professionnel Olive Lembe Kabila. Vous le savez, cet établissement scolaire a été construit il y a presque une année et nécessite un suivi régulier pour garder son standing. C'est ce qu'a fait le gouverneur du Bandundu, Jean Kamisendu, qui a effectué le déplacement de l'Institut afin de se rendre personnellement compte de son fonctionnement. Institut technique professionnel Olive Lembe Kabila. Nous sommes à Gungu dans la province du Bandundu. Lors de son inauguration au mois de mai de l'année dernière, des engagements ont été pris, notamment assurer l'entretien de cet établissement. C'est ce qui justifie d'ailleurs la visite du chef de l'exécutif provincial du Bandundu, Jean Kamisendu. Sur place, le constat est plutôt positif. L'institut fonctionne normalement avec ses différentes filières, mécanique, électricité, construction, commerciale et informatique. Tous ces bâtiments nouvellement construits sont visiblement bien entretenus, ainsi que les salles de cours. Voilà. Ici, c'est la 3e année électricité. Je suis heureux de constater que le bâtiment est intact, il est même très bien entretenu. Les enfants sont à l'école et ils étudient et j'en suis très content. Je remercie la maman présidente, la première dame, pour une fois de plus, pour avoir construit cette école dans cette partie de la République, et cette cité mythique de Gungu.
C'est une école qui va rendre de grands services, même dans le cadre de notre politique de la relance de l'agriculture dans la province du Bandundu avec le village agricole. C'est absolument indispensable et nous la remercions. Après la visite, le gouverneur du Bandundu a eu une séance de travail avec les enseignants de cette école. La réunion a tourné autour du manque de matériel didactique qui risque de préjudicier le bon déroulement des activités scolaires. Rendons-nous au Katanga pour parler énergie. Une grande partie de la ville de Lubumbashi est privée de courant électrique suite à une panne provoquée au répartiteur sud. Le gouverneur de province s'est rendu sur place pour se rendre compte de l'évolution des travaux du booster en panne. Laetitia Massimongo. Les techniciens de la SNEL s'affairent à remplacer le booster tombé en panne il y a déjà 10 jours à la suite d'un rat qui a provoqué un incendie, privant ainsi 50% de la ville de Lubumbashi de l'électricité. Le numéro 1 du Katanga est allé sur place ce mardi pour se rendre compte de l'évolution des travaux et surtout pour encourager les techniciens à pied d'œuvre. Moïse Katumbi Chapwe a suivi à cet effet les explications du directeur provincial de la SNEL avant de livrer son avis sur cet état de choses. Les gens payent l'électricité, mais il n'y a pas de maintenance. Il n'y a pas de maintenance, ce n'est pas à cause des agents de la SNEL de Lubumbashi, non. C'est parce qu'il n'y a pas du matériel. Ils sont en train de bricoler. Heureusement que j'avais réparé un booster en 2005. Je n'étais même pas gouverneur. J'avais financé la SNEL. Ce booster-là, c'est ce qui tient. Si ce booster-là tombe en panne aujourd'hui, la ville de Lubumbashi serait dans le noir. C'est pourquoi je demande aussi à la SNEL Kinshasa, au ministre de l'Énergie, d'essayer de nous aider financièrement. Le directeur de la SNEL donne les détails techniques des travaux en cours au répartiteur sud. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir 44 MW disponibles, nous sommes restés avec 22 MW. Il y a 50% des abonnés qui sont alimentés. Et momentanément, nous avons pris du courant sur le seul transport qui reste. Mais nous ne savons pas alimenter tout le monde. C'est ainsi que nous avons augmenté les délestages et nous sommes en train encore de rationner le courant. Le gouvernement Moïse Katumbi Chapwe a déjà commandé de nouveaux matériels pour renforcer la desserte en énergie électrique dans la capitale du cuivre. La population n'attend mieux que de voir de nouveau remplacer ces vieux boosters datant de 1976 et qui ont fait leur temps. Restons au Katanga pour parler cette fois du centre de ressources pour enseignants de la capitale Cuprifère qui a été inauguré mardi par le gouverneur de cette province, Moïse Katumbi. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement, l'éducation étant l'un des chevals de bataille de l'exécutif provincial. Le reportage est encore signé Laetitia Massimongo. Construit sur une superficie de 200 mètres carrés, sous financement de l'USAID, agence américaine de développement, le centre de ressources pour enseignants et enseignantes de Lubumbashi a été inauguré ce mardi par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe. Sa construction entre dans le cadre du projet OPEC, opportunité pour un accès plus équitable à une éducation de base de qualité. Le ministre provincial en charge de l'éducation, Laurent Kaozi-Sumba, a mis en exergue l'impact de ce centre sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Il a convié les enseignants à profiter de ce centre pour améliorer leur rendement. Laurent Kaozi est revenu aussi sur l'implication du gouverneur de province, Moïse Katumbi, dans la matérialisation du dit centre, vrai foyer du rayonnement pédagogique au Katanga. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur, et avec insistance, inviter les enseignants bénéficiaires de cette initiative à tirer le meilleur profit de ce centre de ressources qui est une grande aubaine acquise et de pouvoir en user avec soin dans les soucis de les pérenniser pour le plus grand bien des enfants du Katanga. La signature du procès verbal conjointement par le directeur provincial de l'International Rescue Committee et le ministre provincial de l'Éducation, suivi de la coupure du ruban symbolique par le gouverneur et le directeur adjoint de l'USAID, a constitué le deuxième temps fort de cette remise officielle du centre gouvernement provincial. Ce centre comprend une bibliothèque, une salle de conférence, une cuisine, un magasin et des bureaux. Et ce projet va ouvrir également 11 autres centres à travers la République démocratique du Congo. Au Katanga, toujours, on a clôturé l'opération Smile organisée par la Fondation Famille Gertler. Une centaine de personnes nées avec des malformations appelées fente labiale ou palatine s'étaient rendues à l'hôpital Gécamine Sud pour bénéficier des interventions chirurgicales gratuites. Lancées par le ministre provincial de la Santé, ces activités se sont déroulées dans les meilleures conditions.
Ils sont venus de 80 pays, ces médecins bénévoles, pour offrir des interventions chirurgicales gratuites à une centaine de Congolais. Une